Au quotidien, nous sommes tous amenés à nous fondre dans une foule de personnes, pour aller au travail, lors d'un concert ou d'une manifestation. Mais qu'est-ce qu'une foule? Pour les sociologues, il s'agit d'un ensemble d'individus, anonymes et semblables, et dont les sentiments et les idées sont orientés dans une même direction. Une foule peut aussi représenter un danger. Les mouvements de foule dus à la panique causent régulièrement des dizaines de décès. Par exemple, à la Mecque, où la rencontre de deux foules de pèlerins allant dans des directions opposées a causé la mort par piétinement de plusieurs centaines d'entre eux en octobre 2015. De même, en janvier 2013, un incendie dans une discothèque crée un mouvement de panique qui tua 239 personnes. Nous en avons déduit que l'évacuation de la salle n'avait pas été assez bien préparée. En temps normal, les évacuations de salles sont modélisées informatiquement à partir d'expériences réelles. Nous nous sommes donc demandé quel est le modèle le plus pertinent pour décrire l'évacuation d'une salle. Nous nous sommes d'abord intéressés au comportement des flux de piétons. Il est ressorti de différentes recherches 4 informations majeures. En premier lieu, les piétons sont influencés par leur environnement. Ils se dirigeront naturellement vers les espaces libres de leur champ de vision. De plus, les piétons interagissent avec leurs proches voisins. Ils ont tendance à ajuster leur vitesse en fonction de leur distance par rapport aux uns et aux autres. De ce fait, de 3 personnes par mètre carré jusqu'à 7 personnes par mètre carré, les foules se caractérisent par des mouvements en accordéon. Au-delà de 7 personnes par mètre carré, les comportements de ces groupes très denses de personnes peuvent être comparés à ceux d'un fluide. À ce stade, les personnes effectuent leur choix non plus par rapport à leurs pensées personnelles, mais en fonction de la façon dont ils pensent que les autres vont réagir. Ainsi, les piétons sont grandement influencés par leurs proches voisins, ce qui peut déclencher des mouvements de panique, comme à Paris après les attentats. Ce type de phénomène s'observe aussi à une échelle plus réduite, comme les évacuations de salles pouvant générer des mouvements de panique. C'est pourquoi de nombreuses réglementations, les normes ERP, ont vu le jour suite à des catastrophes. Par exemple, suite à l'incendie meurtrier d'une discothèque à Saint-Laurent-du-Pont en Isère en 1970, qui fit 146 morts sur 180 personnes présentes, de nombreuses réglementations ont été mises en place. En effet, les sorties de secours de cette boîte de nuit étant fermées lors de l'accident, des mesures ont été prises en conséquence. Nous avons contacté un pompier spécialisé dans la prévention contre les risques d'incendie et de panique pour de plus amples informations. Bonjour, merci de nous accorder un peu de votre temps. Nous aimerions savoir quelles sont les normes de prévention. Alors il existe des textes réglementaires comme des décrets ou des arrêts qui définissent des règles. Par exemple, dans beaucoup de bâtiments, tous les locaux susceptibles d'accueillir plus de 50 personnes doivent avoir les portes de sortie qui s'ouvrent vers l'extérieur, tout naturellement, afin que la foule ne se trouve pas bloquée contre la porte et que personne ne puisse l'ouvrir. Ces normes sont très nombreuses et plutôt complexes pour les bâtiments. Pour les rassemblements à l'extérieur, il y a moins de normes à ma connaissance. D'accord, merci. Quels bâtiments sont soumis à ces règles ? En France, tous les bâtiments sont soumis à des règles pour éviter les risques d'incendie. Néanmoins, le choix a été de mettre l'accent du contrôle sur les établissements recevant du public, c'est-à-dire recevant des utilisateurs autres que les employés. Mais les règles sont différentes selon la nature et la fonction du bâtiment. De manière générale, moins le bâtiment reçoit de personnes, moins les règles sont contraignantes. C'est logique en effet. Et comment vérifier leur validité ? C'est une bonne question. La prévention des risques consiste à agir pour qu'un événement catastrophique ne survienne pas. Mais comment mesurer quelque chose qui ne survient pas ? Donc à défaut de mesurer précisément leur efficacité, on se contente d'observer que les catastrophes se produisent dans des pays ou à des époques où il n'y avait pas de normes précises. D'accord. Et quelle formation avez-vous pour ce sujet ? Je suis officier sapeur-pompier, recruté au grade de capitaine à Bac+3. Et alors il faut savoir que certains officiers, comme moi, décident plus tard de se spécialiser dans des domaines comme la prévention des risques d'incendie et suivent donc plus tard des formations spécialisées. D'accord, merci beaucoup. Afin de déterminer le modèle le plus pertinent pour représenter l'évacuation d'une salle, nous avons commencé par les modèles physiques. Pour cela, nous avons fait des expériences dans lesquelles les individus étaient représentés par des éléments physiques, comme du riz, des billes ou des gouttes d'eau, et la salle par une boîte en carton dans laquelle une porte avait été découpée. Après l'avoir légèrement incliné, nous avons chronométré le temps qu'il fallait pour que tous les éléments sortent de la boîte. Mais certains éléments restaient bloqués dans les angles. Pour résoudre ce problème, nous avons rajouté des morceaux de carton afin d'arrondir les angles de la boîte. Ensuite, pour pouvoir contrôler le départ des éléments, nous les avons bloqués derrière un morceau de carton que l'on retirait au départ du chronomètre.
Puis, nous avons rajouté un obstacle entre le point de départ et la porte de sortie pour séparer le flux. Dans le but de pouvoir faire une moyenne représentative, nous avons répété 6 fois chaque expérience. De plus, afin que nos résultats soient comparables, nous avons représenté les gens par 23 billes, puis par un volume équivalent en riz puis en eau. De plus, nous avons conservé les paramètres de l'expérience. Après avoir fait ces expériences, nous avons décidé de nous pencher sur un modèle des plus fiables et performants, le modèle informatique. Nous avons tout d'abord fait des recherches sur les modèles numériques existants. Il est apparu que les simulations étaient souvent d'une grande complexité. C'est pourquoi nous avons décidé de recréer une version simplifiée de ces programmes. Notre idée était donc de modéliser une salle en paramétrant la densité de personnes à l'intérieur, sélectionner une porte et faire sortir toutes les personnes de la salle par la porte. Le logiciel Python fut notre support pour programmer notre modèle d'évacuation personnalisé. Tout d'abord, nous avons créé une version simplifiée du programme, faisant avancer les personnes le long d'un couloir. Nous avons créé un repère à l'aide de listes représentant la salle en 2 dimensions vues de dessus. Les listes sont ensuite remplies suivant les intentions du programmeur, aléatoirement de 0 et de 1. Les 0 représentant les espaces vides et les 1 les espaces occupés par des individus. Chaque cycle ou tour de programme se passe ainsi. Premièrement, le programme scanne la salle pour déterminer s'il reste des individus à évacuer. S'il ne reste que des 0 dans les listes, le programme s'arrête. Sinon, le logiciel mémorise les positions des 1, recrée un repère vide où il remplace les anciennes positions des 1 par des 0 et les positions devant le 1 par ce même 1. Ainsi, les éléments avancent le long du couloir en direction de la porte. Toutes les personnes arrivant à la porte sortent et sont supprimées du repère. Ensuite, nous avons recréé le même genre de repère, mais cette fois en sélectionnant une porte centrée dans la salle. Le problème de la direction des éléments s'est donc posé. En effet, dans cette deuxième version du programme, les 1 peuvent se diriger ou vers le bas s'ils se trouvent au-dessus de la porte, ou tout droit s'ils se trouvent en face de la porte, ou encore vers le haut s'ils se trouvent en dessous de la porte. Nous avons commencé par programmer une fonction faisant descendre les 1 d'une liste dans le repère s'ils sont au-dessus de la porte, monter s'ils sont en dessous et ainsi de suite. Cette méthode s'est révélée plutôt imprécise et une aide extérieure nous a mis sur une autre voie. La seconde idée était de calculer le coefficient directeur de la droite qui relierait la position dans le repère des éléments et de déterminer à l'aide d'une fonction aléatoire pondérée par le coefficient directeur quelle direction prendrait l'élément. Un élément ayant un coefficient directeur élevé aura plus de chances de changer de liste, de ligne donc en quelque sorte, que d'aller tout droit. Nous avons créé une fonction nommée choix, comme le choix de direction. Cette fonction dirige les éléments ayant un coefficient directeur supérieur à 1 ou inférieur à -1 directement tout droit vers le bas ou le haut. Les éléments ayant un coefficient directeur de 0 sont dirigés tout droit vers la porte. Pour ceux ayant un autre coefficient directeur, le programme sélectionne à l'aide de l'instruction random de 0 à 1 un réel entre 0 et 1. Si le coefficient directeur est supérieur au réel, alors l'élément change de liste en diagonale. Sinon, il est redirigé tout droit. Cela permet d'optimiser grandement le trajet de chaque élément et de rajouter de l'aléatoire propre au comportement humain dans le programme pour le rendre plus proche de la réalité. Pour gérer l'encombrement, une simple condition vérifiant que la case d'arrivée est occupée par un 0 a été rajoutée. Ainsi, notre programme peut modéliser simplement l'évacuation d'une salle par des dizaines de personnes tout en restant proche de la réalité, notamment dans la prise en compte du hasard des directions ou de l'encombrement. Ainsi, au vu de nos expériences, nous avons comparé les différents modèles avec la réalité. Il en est ressorti que les éléments des modèles physiques ne possédant pas de volonté propre, ils représentaient difficilement la réalité. De plus, les humains sont des éléments différenciables, se rapprochant plus du solide divisé que peuvent être les billes que de l'eau. Par ailleurs, notre programme nous a permis de nous rapprocher d'un modèle pertinent. Malgré tout, sa simplicité empêchant de prendre en compte l'individualité de chaque personne et limitant donc la précision de nos modélisations. Enfin, rien ne remplace une expérience en conditions réelles, comme le font les avionneurs pour tester l'évacuation de leurs appareils.